Nous allons parler du rôle du jeu dans le développement de l'enfant en passant par deux concepts de deux auteurs connus dans le domaine. Nous avons tout d'abord Lev Vygotsky, qui a laissé derrière lui d'inestimables contributions en psychologie et plus particulièrement en psychologie du développement. Ensuite, nous avons Paul Harris, qui est également un psychologue spécialisé dans le développement de l'enfant et qui est actuellement professeur à l'université de Harvard. Pour amener le concept des règles, on doit tout d'abord parler du jeu ainsi que de la capacité de l'enfant à changer la signification que peut avoir un objet. Par le jeu, l'enfant cherche à combler un plaisir immédiat, ce qui est donc un superbe moyen pour obtenir ce qu'il n'a pas dans la vie réelle. Le jeu est donc un moyen extraordinaire pour apprendre à se contrôler et à contrôler ses désirs. Car en effet, par le biais de l'imagination, l'enfant, tout comme l'adulte, peut changer la signification d'un objet, ce qui va permettre à l'enfant de créer une représentation mentale et de jouer avec. Dès lors, un enfant qui aime beaucoup chanter et qui aimerait être une star de la musique peut le devenir dans l'immédiat grâce à son imagination. En effet, lorsque l'enfant se trouve dans la salle de bain, une brosse peut sans autre devenir un micro à ses yeux. Cela signifie par la même occasion que l'enfant va attribuer à la brosse toutes les propriétés d'un micro. On aura donc un micro tenu par une star de la musique qui chantera et qui se comportera comme tel. Et cela va lui procurer du plaisir. Par ailleurs, Vygotsky démontre que l'imagination est un processus mental qui fait intervenir une part d'imagination collée à une action passée qu'il a vue ou vécue. Il y a donc une sorte de reproduction qui peut être l'un des points qui va créer des règles dans le jeu, car l'enfant qui imagine quelque chose y attribue des comportements selon la représentation mentale qu'il a de cet élément en question. Par exemple, une fillette qui joue à la maman avec sa poupée va adopter un comportement maternel qui provient de sa représentation mentale de ce que doit être une maman. Elle va donc agir en conséquence. Il y aura des règles qui s'imposent pour respecter la cohérence du jeu de la maman. Dans cette situation, l'enfant limite ses propres désirs, de sorte à respecter les règles imposées par ce que doit être le comportement d'une maman. Puis, bien entendu, l'enfant cherche le plaisir quand il joue. Il semblerait donc que l'enfant trouve son plaisir dans sa propre limitation et dans le respect des règles imposées par son jeu. Pour conclure, on voit que le jeu symbolique ne l'est pas complètement pour l'enfant, et donc le jeu est un apprentissage qui permet à l'enfant d'entrer dans le monde symbolique de l'adulte, et que lorsqu'il joue, il cherche à combler un désir immédiat et irréalisable. Il est alors confronté à des règles, et c'est en respectant les règles imposées par ses représentations mentales que l'enfant réussit à s'épanouir, ou non dans certains cas, et tout cela durant le jeu. Le deuxième concept nous vient de Paul Harris. Il s'agit de la règle conditionnelle. Paul Harris distingue deux types de règles, les règles descriptives et les règles prescriptives ou conditionnelles. Les règles descriptives impliquent une collection entre deux éléments X et Y. Par exemple, chaque fois que Martine fait du vélo, X, elle met un casque, Y. Les règles conditionnelles impliquent que pour que l'événement X soit réalisé, alors une condition P doit être remplie. Par exemple, si Martine fait du vélo, X, alors elle doit obligatoirement mettre un casque, P. Les adultes sont très sensibles à la violation d'une règle conditionnelle et savent imaginer la condition qui aurait dû être remplie afin d'éviter cette violation. Est-ce le cas pour les jeunes enfants? La réponse est oui. Cela a été prouvé par le biais d'expériences effectuées avec plusieurs enfants de 3 à 4 ans. Dans un exemple, on raconte à un enfant une histoire mettant en scène une fille autorisée à faire de la peinture à condition qu'elle enfile son tablier avant. Ensuite, on donne 4 images différentes à l'enfant qui représentent un personnage faisant de la peinture ou autre activité plaisante et portant un tablier ou non. On demande alors à l'enfant de choisir l'image du personnage qui viole la règle conditionnelle de mettre son tablier si elle veut être autorisée à faire de la peinture. On demande alors aux enfants d'expliquer leur choix. La plupart mentionnent la justification de la condition manquante, c'est-à-dire qu'ils repèrent ce que le personnage n'a pas accompli pour remplir la condition. Par exemple, elle n'a pas mis son tablier, donc elle a désobéi. Les deux concepts de Vygotsky et de Harris se complètent, car tous deux amènent l'apparition des règles dans le jeu symbolique. Et cette dernière participe à l'apprentissage qui permet à l'enfant d'entrer dans le monde symbolique de l'adulte. Les enfants possèdent des modèles mentaux contenant l'activité plaisante et la condition prescrite. Donc, lorsqu'ils doivent faire le choix d'une image, ils comparent leur modèle mental à cette image et repèrent ce qui manque. Le quotidien réel de l'enfant est lui-même encadré par des règles préventives.
Mets ton casque si tu veux faire du vélo, ou conventionnel. Demande la permission avant de sortir dehors, sinon tu seras puni. Lorsqu'une condition irréelle se présente à lui, la fillette qui s'infante fantasie par exemple, il parvient à se servir de sa propre expérience du monde réel pour effectuer des jugements. Les enfants sont donc capables de différencier l'imaginaire du réel.